Salut à toutes et à tous, attrapez vos lunettes de soleil et votre maillot de bain, je vous emmène à Monte-Carlo, première étape de la terre battue européenne. Monte-Carlo bien sûr, c'est le grand retour du meilleur joueur du monde, Novak Djokovic, et d'après d'ailleurs Patrick Mouratoglou, c'est encore plus que le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur sur terre battue également. Regardez Patou qui nous dit, quand il est à son meilleur niveau, je pense que Djokovic est le meilleur joueur du monde, même sur terre battue. Faut vraiment le dire vite, faut le dire vite. Je sais que c'est bizarre de dire ça, ouais c'est très bizarre. Quand on voit le nombre de Roland Garros que Nadal a gagné, 13 contre 2, mais si on regarde les chiffres, Novak bat Rafa plusieurs fois sur terre battue. Oui, il l'a battu plusieurs fois quand on regarde le head-to-head évidemment, donc il y a ici 30-28 pour Novak sur le head-to-head global, mais sur terre battue c'est 19-8 quand même pour Rafa. Après sur dur il y a 27 pour Novak, et donc c'est limpide tout ça, il n'y a pas besoin de s'inventer une vie, pas tout. Le meilleur joueur des deux sur terre battue c'est Rafa, le meilleur joueur des deux sur dur et sur indoor c'est Novak Djokovic. Après je suis d'accord sur un truc, c'est-à-dire que quand Novak est à son meilleur niveau, il est plus dangereux pour Rafa sur terre battue que Rafa est dangereux sur dur avec un Rafa à son meilleur niveau. Vous n'avez rien compris à cette phrase, moi non plus. On enchaîne du coup, on revient à notre preview de Monte-Carlo, c'est le sujet principal de cette vidéo, et on va parler de Novak Djokovic qui nous revient d'entre les morts. Ça a été un premier trimestre absolument catastrophique pour Novak Djokovic. Est-ce vraiment de sa faute? Ça on en a déjà parlé sur la chaîne, on va faire un résumé quand même rapide de ce qui s'est passé, c'est-à-dire il s'est fait bannir d'Australie alors qu'il a été autorisé à rentrer sur le territoire australien, et il a pas joué depuis Dubaï, il a fait 3 matchs à Dubaï, il a perdu en quart contre Vesely, et là il va être en recherche de rythme et de victoire. Ce début de saison, il y a deux manières radicalement différentes de l'interpréter pour Novak. La première manière, c'est de se dire, il a été privé de peut-être remporter un 10e Open d'Australie dans sa carrière, un 21e Grand Chelem, il sortait d'un petit Chelem en 2021, une saison extraordinaire, c'était le meilleur joueur du monde à la sortie de cette saison, évidemment, et en plus, on a un Rafa qui vient, lui, remporter un Open d'Australie, son 2e en carrière, 13 ans après cette victoire en 2009 contre Roger Federer, donc voilà, quand tu soupèses un petit peu tout, je pense que les fans de Novak ont le seum, et Novak aussi, en premier lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu la détention, il y a eu une cabale médiatique, il y a eu une instrumentalisation politique, il est passé entre les mailles de plein de choses, ça a été un feuilleton qui a duré pendant des semaines, qui a été récupéré de toutes parts, il y a eu des fantasmes, il y a eu peut-être certains mensonges, certaines dissimulations, Tennis Australia qui a fait un taf catastrophique, et on se retrouve avec un Novak Djokovic là qui sort, qui arrive sur le début du printemps, qui a joué que 3 matchs simplement depuis le début de la saison, mais ça c'est le versant négatif, il y a un versant positif, et là je pense que parmi les spectateurs de la chaîne, et surtout ceux qui sont fans de Novak, vous allez être d'accord avec moi, il y a peut-être un chapitre historique à écrire sur ce Roland Garros 2022, c'est-à-dire construire un pic de forme à partir de Monte-Carlo, avec en ligne de mire, bien sûr, Roland Garros. Et vous imaginez s'il arrive à remporter son 21e Grand Chelem à Roland Garros sur le terrain de Rafa, ce serait l'une des plus grandes victoires de sa carrière. Il aurait 3 Grands Chelems à minima de chaque également, donc il y a quelque chose de très grand à faire pour Novak. La question c'est, est-ce que là, à bientôt 35 ans, il va réussir à réanimer la machine, à se retrouver physiquement, à construire un bloc de confiance, parce que t'as beau faire de l'entraînement, là ça fait une semaine qu'il est sur le rocher, qu'il s'entraîne, on l'a vu, t'as fait avec Sinner, avec Stan également. Ok, il y a les entraînements, mais il y a rien qui remplace, on le sait, l'accumulation des matchs, l'accumulation des victoires, les titres, et je pense aussi qu'il y a un élément important dans cette saison sur terre battue, et ça va commencer par Monte-Carlo, c'est la reconstruction de son aura, de son emprise psychologique sur le circuit. Ça, Novak, c'est un maître en la matière, il a une emprise sur les jeunes et les moins jeunes aussi du circuit, parce que il est capable de hausser son niveau de jeu dans les fins de set. On l'a vu à Wimbledon 2021, ce tournoi c'est une victoire avant tout psychologique, le niveau tennistique était vraiment médiocre de sa part, mais c'est comme ça qu'il a remporté ce tournoi, donc il va falloir reconstruire ce côté-là. Un autre défi d'importance pour Novak, ça va être la gestion du rythme et la gestion du calendrier. Là ça fait un moment qu'il a pas joué, il a joué que 3 matchs depuis le début de la saison, et il va pas non plus falloir trop se griller avant Roland Garros au niveau physique, c'est-à-dire que tu veux des matchs, tu veux de la confiance, il faut que tu arrives aussi à transpirer sur un court de tennis et à reconstruire ton aura, mais en même temps il faut pas arriver complètement défoncé à Roland Garros et puis t'arrives en deuxième semaine, t'es mort. Donc il va falloir construire un pic physique, un pic psychologique, et donc ça va être du petit jeu d'orfèvre. Ça de toute façon Novak il connaît, l'année dernière il joue Belgrade juste avant Roland Garros, il remporte quand même Roland Garros alors que tout le monde dit qu'il faut jamais jouer la semaine juste avant un Grand Chelem, donc il se crée un peu son histoire de toute façon. Novak, il sait se gérer, il connaît de toute façon son corps à la perfection, et il y a un dernier élément aussi, c'est l'idée de rage, l'idée de revanche pour Novak Djokovic, et la situation actuelle me fait penser à ce qui s'était passé à l'US Open en 2020. Il est grandissime favori en l'absence de Rafael Nadal, il se fait disqualifier d'une manière complètement stupide, ensuite il va donc arriver à Roland Garros, il va faire une finale en passant totalement à côté des 2 premiers sets, et ensuite dans le 3e c'est mieux, et puis le gars il arrive en 2021, il a la rage mais totale, il explose tout le monde, il fait un petit Chelem, il remporte un Roland Garros épique en battant Rafa en demi-finale, en explosant Rafa physiquement qui se blesse dans le 4e set, et ensuite il fait une remontada
complètement folle contre Tsitsipas. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi cette animation hein, chez Novak qui adore hein, de toute façon se nourrir de la négativité, des éléments contraires extérieurs. Ça c'est le boss en la matière. On bascule sur le tableau hein, qui est tombé il y a quelques instants et Novak Djokovic, le petit chemin tout tracé jusqu'à la finale. Vous voyez, je suis en plein milieu du truc. Donc on aurait éventuellement au deuxième tour un Fokina qui l'a surclassé à Rome l'année dernière. En troisième tour, il y aurait RBA, Evans ou Goffin. Ensuite en quart, on aurait un savoureux match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. On a super envie de voir ça, bien sûr. En demi, ce serait Ruud ou Norrie. Et en finale, Tsitsipas, Zverev ou Rublev. Donc voilà, il y a des gros joueurs à affronter. Ça peut être quand même une superbe reprise en vue pour Novak Djokovic. On enchaîne avec le deuxième joueur que je souhaite couvrir dans cette preview. C'est bien sûr Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre à Monte-Carlo. Et il y a quelque chose qui m'interroge avec Stefanos, c'est cette saison 2022. C'est assez illisible en fait. C'est-à-dire que là, on a une demi-finale à l'Open d'Australie. Donc a priori, c'est très bien. On a une finale contre Auger-Aliassime où il se fait surclasser. Ensuite, on a des défaites par contre en back-to-back contre Safiullin, c'est pas top. Contre Norrie en demi-finale 4-4. Et puis après, on a Brooksby, troisième tour à Indian Wells. Et ensuite, on a cette défaite contre Alcaraz où il mène 5-2 au départ et ensuite il se fait complètement retourner par le tennis offensif, conquérant, brutal de Carlos Alcaraz. Donc j'ai un petit peu du mal à lire ce début de saison. Il a eu aussi hein, cette opération au coude en fin de saison dernière. Et en fait, avec Steph, plus ça avance, plus j'ai l'impression que ça devient vraiment un grand joueur de terre battue. Mais par contre, sur dur et sur les autres surfaces, sur gazon, j'ai du mal à le voir vraiment faire des trucs énormes. Alors il a remporté le Masters, mais maintenant j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu déclassé au niveau du dur, parce que quand il a agressé sur son revers, c'est un joueur qui devient assez banal, quand il est privé de temps de ce côté-là. Donc il va falloir l'observer sur terre battue. Il a un total de 3355 points à défendre sur cette saison, c'est le total le plus élevé devant Novak Djokovic, et je vais pas vous mentir, hein, c'est je pense le joueur que je vais suivre avec le plus d'attention sur cette saison sur terre battue, à commencer par Monte-Carlo, parce qu'il joue très gros sur ces prochains mois. Il va falloir faire une grosse moisson, il va falloir remporter un Master 1000, à minima une demi-finale à Roland-Garros. Le moins que ça en fait ce serait un échec, et ensuite le deuxième semestre 2022, si t'as pas fait une moisson sur tes semaines préférées sur terre battue, comment est-ce que tu te comportes? J'ai l'impression aussi que techniquement il y a... ça stagne en fait un peu, Steph, hein, ça stagne, je vois pas les progrès en fait. Le slice, il manque des choses dans son jeu pour être tout à fait complet. En plus là, il y a une new next-gen qui est en train de pointer le bout de son nez avec Carlos Alcaraz dont on va parler d'ici quelques instants. Donc il n'y a pas à tortiller du popotin pour Steph, il va falloir être d'attaque d'emblée sur sa reprise à Monte-Carlo. On le voit, il est juste ici à ma droite. Un tableau a priori dans ses cordes, hein, s'il est à son meilleur niveau. On a du Fognini, du Sonego, du Félix Auger-Aliassime, du Zverev ou du Rublev en demi-finale et éventuellement le Nolé en finale. On enchaîne avec le troisième joueur qui va nous intéresser dans cette preview, c'est Alexander Zverev, la drama queen du début de saison. Bon, il s'est passé des choses avec Alexander Zverev, évidemment le pétage de câble à Acapulco qu'on a tous encore en mémoire, et puis il n'a pas réussi à véritablement enchaîner, je trouve, à Miami et à Indian Wells. On a des résultats qui ont été mi-figue, mi-raisin, pas déshonorants à Miami, mais on attendait, je pense, beaucoup mieux de la part du Z, parce que bon, 14 victoires, 5 défaites, c'est quand même pas ouf hein, pour l'autoproclamé nouveau membre du Big Three moderne avec Daniil Medvedev qui est blessé et Novak Djokovic qui a pas beaucoup joué. Donc c'est voilà, il y a beaucoup de paroles mais il y a pas beaucoup d'actes, et on a senti hein, sur le début de saison avec cette pression potentielle de devenir le numéro 1 mondial, il s'est complètement éteint. Et en fait un Z qui est éteint, il est totalement amorphe, il a un langage corporel qui est très passif, il va se mettre à 3-4 mètres de la ligne de fond, il va limer. Alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter au Z si ce n'est il reste loin des officiels, essaie de pas agresser quelqu'un à Monte-Carlo, et puis essaie de remporter le tournoi, de construire un momentum comme il avait fait en fait à Madrid l'année dernière. Quand il remporte le tournoi, il bat Rafa, et derrière il nous fait un deuxième semestre complètement épique avec cette médaille d'or aux Jeux Olympiques, il remporte le Masters ensuite, et il est totalement inarrêtable. On lui souhaite ça, ou pas? Je foutais. Le Z qui aura donc un enchaînement pas forcément impossible pour lui. Il est en bas à droite du tableau. Il y aura éventuellement Delbonis au deuxième tour, PCB Bublik au troisième tour, Sinner, Rublev éventuellement en quart, du Stefanos Tsitsipas en demi, et pourquoi pas Djokovic en finale, ou je sais pas, hein, ça peut être Basilashvili, ça peut être également Lucas Katarina. On termine avec la bombe Carlos Alcaraz, le dernier joueur qu'on va couvrir dans cette preview. Alors là, ce serait vraiment très fort s'il arrivait à enchaîner après sa victoire à Miami, et c'est, je pense, la dernière pièce du puzzle. La dernière chose qu'on a envie de voir en tant qu'observateur du tennis, c'est ok, on a compris le mec, il a un niveau stratosphérique, un niveau max déjà à 18 ans, bientôt 19 ans, qui est complètement lunaire, il est capable de décapsuler à peu près tout le monde, mais là maintenant il va falloir continuer ça
enchaîner semaine après semaine, rester en bonne santé. Alors moi je suis rassuré, il est très bien encadré, il y a Juan Carlos Ferrero qui a l'air de bien le driver, il y a une super relation entre les deux, ça on en a parlé il y a quelques jours maintenant sur la chaîne. Limite, on attend une baisse de régime, on se dit bah il va forcément à un moment donné perdre, je sais pas, 2-3 fois d'affilée sur des premiers tours, des deuxièmes tours, c'est limite attendu en fait. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi souligner le fait que il a un jeu cousu main pour la terre battue, le service kické, les pralinas en coup droit, et c'est un service qui peut s'améliorer, du coup sur terre battue c'est pas l'arme non plus prédominante sur cette surface, même si bon c'est toujours utile d'avoir un gros service, donc il y a rien en fait à jeter chez ce joueur et qui peut tout à fait s'exprimer sur cette surface. Il a remporté Umag, il a remporté Rio, 2 de ses 3 titres c'était sur terre battue, donc let's go quoi, Alcaraz j'ai l'impression. On aura donc ce tableau avec Korda VDZ au deuxième tour, du Fritz au troisième tour, le gros match dont on a parlé contre Novak en quart de finale, on a super envie de voir ça, Norrie Ruud en demi-finale, et en finale Tsitsipas, Zverev ou Rublev. Comme tu l'as bien compris, le vainqueur de cette édition de Monte-Carlo 2022 sera Cameron Norrie. I like to win and I like to compete. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la pousser, à la partager, à t'abonner également, et on se retrouve pour le début des deuxièmes tours à Monte-Carlo. Ciao.